L'échantillonnage. Alors l'échantillonnage est un domaine assez récent des mathématiques, à la croisée des statistiques et des probabilités. D'accord. Ce domaine intervient dans la situation où l'on veut étudier certaines propriétés d'une population de grand effectif. Donc, et comment ça va se passer? Donc on prélève alors un échantillon, on verra ce que c'est exactement, de cette population à partir duquel on souhaite obtenir des informations sur la population totale avec un certain degré de précision. Donc un exemple, bien sûr, qu'on voit partout, ce sont donc les sondages d'opinion. Donc ce qui se passe, c'est comme pour les sondages, on ne va pas interroger tout le monde, d'accord? Par exemple pour une élection municipale ou même l'élection présidentielle. On va prendre un échantillon, une partie de la population, qu'on va dire souvent représentatif, et à partir de cet échantillon de personnes interrogées, on va essayer d'extrapoler à l'ensemble d'une population, donc soit française, soit à l'échelle d'une ville ou d'une région, ce que vont être les résultats futurs, les vrais résultats qu'on peut obtenir. Donc d'abord, on va voir le grand 1, la notion d'échantillonnage. Donc un petit rappel que vous connaissez, donc une expérience aléatoire est une expérience qui peut se répéter et dont on ne peut pas prévoir le résultat de façon certaine, comme lancer un dé, jeter une pièce, tirer une balle dans un sac opaque. Donc ici, on ne s'intéresse qu'aux expériences aléatoires dont on peut déterminer l'ensemble des résultats possibles. C'est-à-dire que je sais les résultats possibles. Par exemple, dans une élection, je sais quels sont les candidats. Il n'y a pas un candidat qui va sortir de nulle part. Je sais exactement quels sont les choix possibles. J'en ai pas une infinité. Comme choisir un nombre, c'est une expérience aléatoire, mais des nombres, il y en a une infinité. Et là, ça devient, on ne peut pas le faire. Donc là, j'ai un ensemble déterminé de résultats possibles. Donc lancer un dé est une expérience aléatoire dont on connaît tous les résultats, donc de 1 jusqu'à 6, d'accord. Et capture d'écran, la définition 2, là, si on peut commencer ça, ce serait déjà intéressant. Je vais mettre une petite pause. Donc, lorsqu'on répète n fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions, les n résultats obtenus, d'accord, s'appellent un échantillon de taille n. Ça, c'est important, un échantillon de taille n. Donc, si on regarde l'exemple suivant, on considère l'expérience aléatoire, on lance une pièce de monnaie et on regarde si elle tombe sur pile ou noté P ou sur face qu'on va noter F. On répète 10 fois cette expérience, on obtient les résultats suivants. Donc là, comme j'ai respecté 10 fois, je vais avoir 10 valeurs, 10 résultats. Donc P, P, face, 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 pile, pile et pile. Donc, mais justement, l'ensemble des résultats, cet ensemble-là, je vous rappelle en maths, quand il y a un mot ensemble, il y a forcément des accolades. Vous voyez, des accolades là et là. Cet ensemble, elle constitue un échantillon de taille 10, parce que j'ai 10 valeurs, j'ai donc 10 résultats dans cet ensemble. Et la taille de l'échantillon correspond au nombre de répétitions. Donc si je vous dis que j'ai un échantillon de taille 10, c'est forcément que j'ai répété 10 fois une expérience aléatoire. Donc interroger quelqu'un, interroger 10 personnes, ou bien lancer 10 fois une pièce de monnaie, ou peu importe. On la répète. Donc ensuite, vous avez donc la fréquence de pile, donc, de l'échantillon de taille 10. Je rappelle qu'une fréquence, c'est donc le nombre de résultats qui réalisent donc le nombre de cas possibles, de cas favorables, comme on dit, pile. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 piles sur un total de 10, puisqu'il y a 10, la taille de l'échantillon c'est 10, c'est qu'il y a 10 résultats. Sur les 10 résultats, il y a 6 qui sont piles. Donc la fréquence est de 6 sur 10, soit 0,6. D'accord. Pourquoi je parle de ça, on verra juste après. Grand C, donc, la fréquence de face, bien sûr, c'est le nombre de faces sur le total. Donc il y a eu 4 faces. Si j'ai 10 piles, forcément, sur mes 10 lancers, j'ai 4 faces. Donc c'est 0,4. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre capture d'écran sur ça. Ça, c'est important. Question intéressante. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la taille de l'échantillon? Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais plus de 10 lancers, etc. Pas de problème, Solène. Donc, sur ce graphique, là, qu'on va voir juste en dessous, on a représenté le nombre de piles obtenues, noté F pile, la fréquence pile, par rapport au nombre de lancers. Regardez, alors, capture d'écran de ça, s'il vous plaît. Ici, donc, j'ai par exemple, là, j'ai le nombre de répétitions, donc le nombre, la taille de l'échantillon, en abscisse, et à un moment donné, j'ai la fréquence des piles. Vous voyez, quand si je prends lui, si je fais 2000 lancers, ma fréquence, ici, je peux la lire là, bon, à peu près, on va dire 0,52, d'accord? Et on voit une chose, qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Et ça, c'est important, on va prendre ces trois choses-là, si elle peut prendre la capture d'écran. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pour un échantillon de taille 2000, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on lance 2000 fois une pièce de monnaie,
la fréquence de pile est environ, bon, j'ai mis 0,51, ce qui représente environ 1020 piles sur 2000 lancés. Alors pourquoi 1020 piles, hein? Je vous dis que ça c'est une question qu'on peut vous poser. Si j'ai une fréquence de 0,51, quel est le nombre de piles? Bah, la fréquence de piles, c'est le nombre de piles sur le nombre de lancés, la taille de l'échantillon. Ça fait 0,51. C'est-à-dire que la taille que j'ai donnée c'est 2000. Et moi je cherche le nombre de piles. Bah, je fais un produit en croix. Je mets 0,51 sur 1. Ça fait donc 200 fois 0,51 divisé par 1. Mais je ne l'écris pas. Et ça fait donc 1020. D'accord? Ça veut dire qu'ici, dans mes 2000 lancés, j'ai eu 1020 piles. Ce qui me donne une fréquence de, j'ai dit, à peu près 0,51. Donc j'ai donné une valeur approchée. Deuxième remarque, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien que lancer une pièce soit une expérience aléatoire, on sait que même si le nombre de piles varie d'un échantillon à l'autre, vous voyez que la fréquence, elle n'est pas toujours la même, ça peut varier, d'accord? Le nombre de piles donc, peut varier d'un échantillon à l'autre. Il sera rare, c'est-à-dire la probabilité sera faible, d'avoir une fréquence de piles très faible ou très grande. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous lancez 2000 fois une pièce, il est rare d'avoir qu'un seul pile, par exemple, ou même 100 piles. Vous avez quand même, souvent, vous remarquez, quand je lance beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, on voit qu'on est toujours autour de la valeur 0,5. Ça, c'est l'expérience, hein, c'est pas les maths. C'est qu'on voit bien que quand on lance une pièce, d'accord, il y a très peu de chances, mais ça, c'est possible, mais c'est très rare, d'avoir un nombre faible de piles ou un nombre grand de piles, d'accord? Donc on peut voir sur le graphique que la fréquence de piles varie ou fluctue, ça c'est important le mot, varier ou fluctue, autour de la valeur 0,5. Mais ce phénomène, ça s'appelle la fluctuation d'échantillonnage, d'accord? Donc vous voyez, quand je répète, on voit que les fréquences, elles fluctuent autour de 0,5. Et ça s'écarte rarement. Vous voyez, au début, quand j'ai peu de lancers, c'est là où j'ai plus de chances que ça s'écarte assez loin. Mais plus je fais de lancers, plus je varie la taille de l'échantillon n, plus on voit que mes fréquences se stabilisent, on dit, et dans tous les cas, il y a une fluctuation autour de 0,5, plus ou moins grande. Donc ça, c'est le mot à comprendre, c'est la fluctuation d'échantillonnage, ou de l'échantillon. Donc dans ce phénomène de fluctuation de l'échantillon, on peut voir sur le graphique que plus la taille de l'échantillon est grande, plus la fréquence de piles se stabilise autour de 0,5. Vous voyez, si vous regardez votre graphique, plus j'augmente ma taille, plus je répète le nombre de lancers. Là, par exemple, j'en suis à 10 000. Plus vous voyez, les valeurs, elles s'écartent de moins en moins autour de 0,5. On dit qu'elles se stabilisent autour de 0,5. Alors qu'au début, quand j'en faisais quand même entre 0 et 2000, vous voyez bien que là, la fluctuation elle est assez grande. Et plus je augmente le nombre de lancers ou la taille de l'échantillon, plus mes valeurs se rapprochent et se stabilisent autour de 0,5. D'accord? Donc ce phénomène de stabilisation autour de la fréquence théorique s'appelle la loi des grands nombres. Est-ce que vous avez vu ça? C'est au collège, la loi des grands nombres maintenant. Vous l'avez vu ou pas? Non. Donc, ça s'appelle la loi des grands nombres, parce que plus je répète une expérience aléatoire, plus le résultat que j'obtiens se rapproche de la théorie mathématique. D'accord? Donc là, on distingue bien l'expérimentation et la théorie. Donc vous voyez bien qu'une pièce de monnaie, plus je vais lancer, plus je me rapproche de 0,5. Donc on peut dire, si vous voulez, que la pièce elle est bien équilibrée, ce n'est pas une pièce truquée, puisque là on voit bien que plus je répète, plus ça se stabilise autour de 0,5, et c'est bien 0,5, c'est bien la probabilité théorique d'avoir un pile. J'ai une chance sur deux d'avoir un pile. Donc vous voyez, entre la théorie et l'expérimentation, ça se rejoint ici. Là. En tout cas, le phénomène, ici, le dire qu'on a une chance sur deux de réussir, on le voit ici quand même grâce à la fréquence de pile. Donc ça on appelle la loi des grands nombres. Donc on considère donc une expérience aléatoire avec oméga une issue, et on note P, petit p, si vous voulez, la probabilité d'obtenir ce fameux oméga, cette fameuse issue. Donc soit n un entier non nul, et on considère un échantillon de taille n, et on note très bien Solène, et on note f w, la fréquence de l'issue oméga. Enfin f oméga, pourquoi dit w? F oméga, la fréquence de l'issue oméga. Et plus n est grand, ce qu'il faut comprendre c'est ça, plus je vais augmenter ma taille de mon échantillon, ou c'est-à-dire la répétition de mon expérience, plus la fréquence observée va se stabiliser autour de la valeur théorique, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir oméga. D'accord? C'est ça la loi des grands nombres.
C'est que si vous ne connaissez pas, par exemple, la probabilité d'un phénomène, ben vous avez que le répéter plusieurs fois et vous aurez une approximation de cette valeur théorique, d'accord? Donc souvent c'est l'inverse, on connaît la valeur théorique et on la valide par l'expérience. Ça on peut le faire. J'ai calculé théoriquement qu'il va se passer quelque chose, je vais l'expérimenter et je vais le répéter plein de fois pour voir si ça coïncide avec ce que j'ai calculé en théorie. Ou alors c'est inversement, je suis incapable de calculer cette valeur théorique, mais je vais recommencer plein de fois et la fréquence que je vais obtenir, si j'ai répété suffisamment de fois cette expérience, j'aurai une approximation de ma valeur théorique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?